Bonjour à tous et bienvenue sur La Ruche Média. Aujourd'hui, je suis en présence de Guy Maoumani et je suis ravie de pouvoir vous parler aussi du groupe Open. Et on se retrouve juste après le jingle. Mais avant ça, est-ce que vous allez bien? Très bien, bonjour à tous. Ok, à tout de suite. Alors nous allons parler ensemble du groupe Open, de Jamais sans elle aussi. Dans un premier temps, quel est l'ADN du groupe? Le groupe Open est l'accompagnateur de la transformation numérique de ses clients. Ah, Voilà. et bien là, comme ça, au moins, c'est très clair. C'est Justement, quand on dit le mot numérique, vous avez là publié un livre récemment qui regroupe un petit peu les différents points de vue que vous avez sur, sur des articles, hein, tout simplement, hein, sur le monde du numérique. Et on a besoin de pédagogie et de savoir ce que c'est, parce que par moment, le français peut imaginer que c'est un peu flou comme terme. Comment on peut le définir? Le numérique, c'est aujourd'hui l'outil de la transformation sociétale de notre entreprise, des entreprises en général, mais aussi de notre société. Et on le voit tout simplement dans notre quotidien, puisque on voit bien que la plus grande société de taxi ne possède pas de taxi, la plus grande société d'hôtellerie ne possède pas de chambre d'hôtel, et tout va aller à l'avenant comme cela, c'est-à-dire que on est en train de passer d'une société qui vendait des produits, des services, à une société qui vend des usages. Et il est très important de s'organiser autour de cela. Et puis, quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, la différence entre le numérique et l'informatique, Voilà. c'est que l'informatique a toujours été un outil, alors que le numérique a vraiment une capacité de transformation de la société, ce qui est complètement différent, bien sûr, basé sur cet outil. Donc il y a un véritable enjeu pour l'emploi. Dans le livre, vous indiquez bien, et on s'en était rendu compte que Fleur Pellerin avait compris et était consciente de ces enjeux. Est-ce que vous avez le sentiment que ce nouveau gouvernement, à travers Mounir Majoubi ou d'autres, comprennent aussi les enjeux et arrivent à le vulgariser suffisamment pour le faire comprendre? Alors, ça fait quand même près de 15 ans que je travaille j'allais dire, la vulgarisation du concept de numérique et que j'ai vécu vraiment des collaborations avec de nombreux gouvernements. Alors, Fleur Pellerin a fait un travail formidable avec un gouvernement qui était totalement bloqué sur le numérique, qui n'y connaissait rien. Le président Sarkozy, le premier, était très loin de ces questions. Alors, elle a créé la French Tech, c'est quand même quelque chose d'une très belle signature. Après, on a eu Axel Lemaire, qui a fait vraiment un travail absolument remarquable, avec, on va dire, un gouvernement qui commençait à bouger, à écouter, mais qui n'était pas très mûr sur la question. Elle a beaucoup travaillé d'ailleurs avec Benoît Thielin, qui était à l'époque président du Conseil national du numérique, et elle a créé cette loi sur la République numérique, qui est une loi qui est très très importante, et vraiment je considère qu'elle a fait un travail formidable. Alors, maintenant, nous avons la chance d'avoir un gouvernement, mais alors archi-mûr sur ces questions. Oui, c'est vrai. Parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec Emmanuel Macron quand il était ministre de l'Industrie. C'est quelqu'un qui a tout compris aux enjeux numériques, il n'y a pas besoin de lui expliquer, qui a tout compris sur ces sujets-là. On a la chance d'avoir un secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, qui est l'ancien président du Conseil national du numérique. Donc, pour eux, voilà, on est très bien servis, il n'y a pas de sujet, ils connaissent tous très bien la question. On peut néanmoins rester quand même dans l'expectative parce que, au regard de leur maturité sur ces questions, on s'attendrait à une exécution beaucoup plus rapide et beaucoup plus importante. Voilà. Et pour l'instant, il y a une timidité quand même. Voilà, je vois pas trop l'exécution. Bon, ça fait qu'un an qu'ils sont là. Bien sûr. Donc il faut leur laisser un peu le temps. Justement, il y a en ce moment, on parle beaucoup des réformes, ou même du mot transformation. On parle des universités pour la formation autour du numérique, c'est quand même très important. Vous pensez qu'il y a ce qu'il faut? Est-ce qu'on arrive à former correctement les gens dans ce pays ou se servir peut-être de cette réforme pour justement indiquer que peut-être il faut agir un peu plus pour former les esprits à ça? Bon, autant dire que c'est la question la plus fondamentale qui soit. Voilà, j'aurais dû la poser en premier. Non, pas du tout. Elle vient à point, en effet. Une fois qu'on a compris que le numérique allait transformer notre société, il est impératif qu'on ait un système d'éducation, de formation qui soit en ligne avec cet objectif qui est, j'allais dire, très très ambitieux. C'est une révolution complètement anthropologique que nous allons vivre. Et par conséquent, il n'y a pas d'autre remède, d'autre solution que l'éducation et la formation. Alors, autant dire aussi qu'on a un système de formation d'élite excellent,
puisque nos écoles d'ingénieurs, nos universités sont enviées dans le monde entier. J'étais par exemple parrain d'une promotion de l'EPITA, je me rappelle en 2015, et à la fin on voyait tous les grands groupes mondiaux venir faire la queue pour débaucher des jeunes avant même qu'ils finissent leurs études. Oui. Donc c'est vraiment reconnu de ce point de vue-là. Alors il faut aussi souligner que la Grande École du Numérique est une action formidable qui avait été initiée à l'époque d'Axel Lemaire. D'ailleurs, avec mon aimable soutien, qui est vraiment une initiative fantastique, parce que là, on forme des jeunes qui sont souvent des décrocheurs et qui ont souvent raté leurs études, mais qui reviennent dans le circuit et par la grande porte, parce que par le numérique, il y a du boulot, donc, et on y reviendra peut-être avec un gros effort sur la diversité, sur les femmes. Donc c'est quelque chose vraiment de très très important. Il n'en reste pas moins que nous avons deux problèmes encore, que je considère comme essentiels. Le premier, c'est qu'il faut former au numérique tout le monde, ce n'est pas uniquement des gens qui vont travailler dans le numérique. 90% des métiers vont être concernés par le numérique, donc je veux dire, il n'y a plus de différence, c'est une urgence. Et donc j'aurais aimé que, à l'école primaire, au collège, on initie les jeunes au numérique. Plus que ça, il y a quelques initiatives qui ont été prises. Maintenant, ça commence à devenir... Mais que ce soit globalisé. Voilà, il faut aller beaucoup plus loin. C'est carrément... quand notre ministre de l'Éducation parle d'apprendre à écrire, lire, calculer, il rajouter coder aussi. Voilà. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet-là, mais ce serait une longue discussion. En tout cas, je considère que aujourd'hui, si on veut former des utilisateurs responsables du numérique, on a tout intérêt à former au coding le plus tôt possible. Et le deuxième point, c'est l'attractivité des métiers, parce que je disais donc qu'on a des écoles d'ingénieurs fantastiques, des universités formidables qui forment des ingénieurs, des gens de très haut niveau. Je vais être maintenant le parrain de Polytech. Franchement, au sein des universités françaises, on a des formations fantastiques. Donc tout ça va bien, mais il n'y a pas assez de jeunes, et en particulier de jeunes filles, qui choisissent ces carrières. Exactement. Donc il y a un travail sur l'attractivité. Exactement. Et là, c'est justement une question auquel je tiens, c'est l'intelligence artificielle, le rapport des femmes aux mathématiques. Vous êtes avec Tatiana Salomon à la tête de la création de Jamais sans elles. C'est important de parler aux femmes des maths et de les convaincre que c'est aussi pour elles. Comment on peut encore plus se faire entendre sur ce sujet? Bon, alors d'abord, il faut dire que sur les maths, les femmes n'ont rien à envier aux hommes. Il suffit de voir les résultats au bac. Donc, c'est pas à ce niveau-là, c'est bien, j'allais presque dire après. C'est-à-dire, il faut absolument démystifier les métiers du numérique. Il faut rappeler d'abord que en aucun cas, il y a un genre sur ce sujet-là. C'est complètement ridicule. Très vous savez, important. ce fameux article du gars de Google, c'est ridicule. Il faut vraiment ne pas connaître le monde pour sortir des choses pareilles. Il suffit de voir d'ailleurs que dans certains pays comme l'Indonésie, l'Inde, le Vietnam, la Corée, l'Amérique du Sud, ce sont des métiers féminisés, donc aucun rapport avec le genre. Il faut rappeler aussi que moi, quand j'ai commencé à faire mes études d'informatique, il y avait plus de femmes que d'hommes, donc c'est quand même terrible, il faut comprendre. Il y a eu un renversement au moment de l'avènement de la micro-informatique, contrairement aux idées reçues. Donc tout ça pour dire que il faut casser ces codes idées reçues, qui consistent à dire que ce ne sont pas des métiers pour les femmes. Donc déjà, c'est ça le travail de Jamais sans elles. C'est d'abord de dire que nous nous engageons à ne pas participer à des tables rondes s'il n'y a pas au moins une femme, de façon à ce que dans les tables rondes, on voit quand même des femmes, et il y en a plein qui ont superbement réussi, donc c'est pas si compliqué que ça de les faire participer. C'est une sorte de volonté, finalement. Oui, voilà, exactement, et puis que les organisateurs se bougent un peu, tout simplement pour une chose simple, si vous avez une jeune fille de 17-18 ans qui va passer le bac, qui va avoir mention très bien, qui va avoir 19 en maths, si elle ne voit que des hommes dans les tables rondes, elle va dire c'est un métier qui n'est pas pour moi. Voilà, c'est juste comme ça. Et puis, il y a un travail à faire sur les modèles. Et puis, Tatiana et Natacha ont fait un travail fantastique pour élargir, évidemment, l'impact de Jamais sans elles dans différents réseaux, que ce soit les réseaux, par exemple, des ambassadeurs. On travaille beaucoup avec le ministère des Affaires étrangères. Monsieur Le Drian, d'ailleurs, a signé l'engagement Jamais sans elles. Il faut rappeler que Macron aussi, Emmanuel Macron, le président de la République,
l'a signé au moment où il était candidat. Donc tout ça montre vraiment un engagement qui est beaucoup plus sociétal, beaucoup plus large, et qui, je pense, joue un rôle essentiel, parce que tout simplement, c'est très simple, hein, voilà, hein, et c'est très efficace. Oui, hein. Vous voyez, si vous voulez que nous soyons présents dans une table ronde, nous les hommes, eh ben, il faut qu'il y ait au moins une femme. Voilà. Voilà, donc le message est très clair. Voilà. Et il y a donc je vais vous poser une dernière question, un petit peu d'actualité. On arrive au bilan, enfin à la fin du mandat de Pierre Gattaz au MEDEF, et c'est un peu l'idée du bilan. Je veux savoir quel regard vous aviez sur justement l'image qu'il a pu apporter auprès des Français de l'entreprise. A-t-il pu moderniser cette image? Est-ce que les Français sont toujours en conflit avec l'idée de l'entreprise ou du patronat? Voilà. Je crois qu'il n'a pas fait progresser les choses sur ce point-là. Je suis désolé de le dire, hein, mais oui. Même si je respecte beaucoup Pierre Gattaz, qui est un homme vraiment formidable, hein, d'abord, je veux lui rendre hommage sur le sujet du numérique, parce que quand il est arrivé, encore bien que Madame Parizeau avait fait beaucoup d'efforts sur le sujet, il a quand même réussi à développer, il a créé l'université du numérique, du MEDEF, c'est quand même bien. Bon, il a fait progresser les choses sur le sujet, je crois qu'il a vraiment compris. Mais sur le sujet plus général, il a commis une erreur majeure. Je sais que ça a déjà été un point de discussion entre nous à l'époque. Hein. C'est cette histoire de son PIN avec 1 million de créations d'emplois qui était très malvenue, très malvenue. En aucun cas. Malheureusement, il a créé comment dire, cette sorte de système qui consiste à dire: on vous fait des allégements de charges, donc vous allez créer des emplois, vous prenez des engagements. C'est pas aussi simple que ça, une entreprise. Il le sait très bien d'ailleurs. Donc il est trop avancé là-dessus, et du coup ça nous est revenu un peu en boomerang, hein, en disant bah vous avez eu le CICE, voilà, comme si c'était un cadeau, alors que ça n'a rien à voir avec un cadeau. Hein. Et vous n'avez pas fait votre part du travail puisque vous n'avez pas créé votre million d'emplois. Oui, en plus. Bon, donc c'est un peu simplificateur. C'est trop simplificateur. Et puis la preuve en est, vous voyez des entreprises comme Open qui créent des centaines d'emplois chaque année. Hein. On a besoin aussi de pouvoir investir, tout ça. Donc c'est un ensemble. Et on ne peut pas mettre, j'allais dire, comme un pendant les allègements de charges et la création d'emplois. C'est pas du tout aussi simple que cela. Très bien, mais c'est important de le savoir, parce qu'on a envie d'un esprit d'entrepreneuriat dans ce pays, et c'est important de le développer. Donc avoir le point de vue d'un entrepreneur et d'un patron sur ce sujet, c'est intéressant. D'autant plus qu'il faut quand même le rajouter, hein, tout ce qui a été fait depuis quelque temps, hein, j'allais presque dire deuxième génération de François Hollande, hein, une fois qu'il a compris ce que c'était que l'entreprise globalement, hein, et puis sur le prolongement du travail d'Emmanuel Macron, on voit qu'il y a un moral complètement différent aujourd'hui, que ça soit au sein des chefs d'entreprise, hein, que ça soit au sein des entreprises elles-mêmes, il y a une dynamique qui a été créée. On le sent, hein. On le sent énormément. Et puis, sur l'image, que ce soit des entreprises, voire même de notre pays à l'étranger, ce qui est quelque chose aussi qui est fondamental. Hein, pour attirer d'investissement. Voilà, moi je rencontre beaucoup d'investisseurs étrangers, que ce soit des investisseurs américains, anglais, allemands, qui, à l'époque, nous disaient, franchement, on vous plaint, comment vous arrivez à faire du business avec un gouvernement pareil, avec un environnement pareil, voilà, et qui aujourd'hui nous dit, quelle chance vous avez d'être dans un pays aussi dynamique. Voilà. Et exactement. Vraiment, ça, il faut le souligner, et à la limite, je suis très, très content de conclure notre entretien par ça, parce que c'est vraiment l'essentiel aujourd'hui. Parfait. Alors, je vous dis à très bientôt. Et belle lecture, n'hésitez pas. Et on se retrouve très bientôt sur La Ruche Média. Merci, monsieur Guimond. Merci, à bientôt. Très vite.